la musique que j'aime. Elle vient de là, elle vient du flouze. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le flouze. Mais quoi, mon bon? Il se Plaît-il? Il se retourne. Mais qui ça se retourne? Le mama. Le ma quoi? Le marché. Le marché? Le marché. Vous n'êtes pas sérieux, ceci est impossible. La chute est là, monsieur, elle est irréversible. Des villas somptueuses sont au prix de cabanes. L'immobilier s'écroule, nous passons pour des ânes. Les courtiers ont menti. Et dans les formulaires, gonflé les revenus, inventé les salaires. Or, les gueux sont fauchés, ils n'ont plus un radis. Harceler les comptables jusqu'au dernier sous-fifre. C'est que, monsieur, la modernité... Quoi, la modernité? L'innovation financière... Mais qu'a-t-elle donc? Ces produits structurés sont bien trop compliqués. Plus personne ne sait comment les évaluer. Mais nous avons pourtant su annoncer des profits. Comment comptions-nous donc? N'avions-nous pas des prix? C'était ceux du marché, mais il est effondré. Plus une transaction, plus un prix annoncé. Je voudrais ajouter que monsieur me permette que ceci est la faute du mark to market. La presse est intraitable, elle est incorruptible. Je sais de sources sûres que je tiens mon fusible. Le bruit vient de partout des salles de marché d'une sacrée bassine vous avez ramassé. On dit que ce trader en est le rétameur et que par lui, la banque passe un sale quart d'heure. J'admire la finance, mais veux la vérité. C'est un beau fait divers de m'enlever l'épinglé. Pouvez-vous au moins dire avec quelle combine vous nous avez porté aussi près de la ruine? Ouais, j'ai mal tracé mon swap. Et mon spiel a loosé, quoi. J'étais un peu longue, j'aurais dû shorter. Il me vient une idée. Ne vous inquiétez pas, je peux tout rattraper. Pour être de la presse, j'en reste responsable. Je suis d'un vrai moderne. J'aime le raisonnable. La finance est en soi une chose très belle. Vous êtes la victime de forfaits criminels. Sans une presse libre, le monde disparaît. Monsieur, vous nous sauvez, nous et les actionnaires. Oh, je lis souvent votre chronique hebdomadaire. Ce que vous dites est juste. La banque vous sait gré de rester aussi libre et si bien disposée. Messieurs les conseillers, comment tourne le monde? Va-t-il correctement pour que sur lui je fonde le légitime espoir de ma réélection? Le pays doit savoir que ma circonscription, au-delà de la France, est l'univers entier. Taisez-vous, mais parlez! Je crois, votre honneur, que messieurs les banquiers ont un frémissement. Le début d'une idée. Si notre idée est simple, son principe est subtil. Laissez-moi, votre Altesse, en démêler les fils. Écoute. Et bien sûr, les voilà rampant à mon guichet. J'ai dû ouvrir en grand les plus gros robinets. Si la liquidité tout d'un coup s'évapore, seule ma banque peut échouer de la mort. D'abord les créanciers, le peuple s'il en reste. Voilà en résumé la trahison funeste où vous êtes tombés. Terrible forfaiture qui, des marchés, aura permis la dictature. Du peuple, je vous ai d'abord cru fatigué. Mais c'est plus radical. Vous en avez changé. C'est l'insurrection qui vient? D'un retournement l'autre, l'histoire a ses relèves. Fuyez quand il est temps. Le goudron se soulève. Alors, Frédéric Lordon a une façon d'interpréter ou de réinterpréter le conatus de Spinoza à sa façon, qui veut dire donner la puissance d'agir. Donner la puissance d'agir, le pouvoir d'agir. The empowerment en anglais, en fait, c'est vraiment vouloir que les citoyennes, les citoyens, les contribuables, le peuple agissent et
en fait, son fantasme qu'il se soulève. Vous avez vu ça dans les quelques extraits vers la fin. La pièce commence justement par la crise des subprimes. En réalité, l'origine de la crise et les raisons, les causes de la crise sont dans cette crise qui a démarré aux États-Unis. Donc là, cette partie de la crise, donc les origines véritables de cette crise ont été complètement oubliées et sont sorties du champ du débat médiatique contemporain. On ne parle plus de cette origine et on fait comme si la crise était due à l'Europe, et à l'euro. En réalité, c'est seulement un passage de la crise des subprimes américains est passé en Europe parce que les banques européennes avaient acheté des titres qui étaient des titres pourris et la crise s'est enclenchée par rapport à ça. Parce qu'on vit dans une situation pratiquement très paradoxale, mais c'est un peu la folie. C'est-à-dire les gens qui ont causé la crise sont ceux qui maintenant organisent pratiquement la restructuration de l'économie. C'est les banques qui sont à l'origine de la crise parce qu'elles se sont trompées, et pas seulement cette fois-ci aussi dans la crise de la bulle d'Internet. Ces mêmes banques, donc, qui ont fait des investissements absolument délirants, maintenant, les banques et les marchés donnent des leçons d'économie à tout le monde. Et les agences de notation qui à l'époque se sont trompés, donc toujours, le problème c'est toujours le 2007 aux États-Unis, ils ont donné des évaluations, les célèbres triple A, ils l'ont donné à des titres qui étaient des titres pourris. Des agences qui sont incompétentes de leur point de vue, maintenant, ça devient les garants de l'orthodoxie économique. On essaye de sortir de la crise avec les recettes qui nous ont conduit à cette crise. Vous assistez à un journal télévisé, un journal, n'importe quelle information, et le problème c'est effectivement la culpabilité que les informations déversent sur la population. C'est parce que les gens ne travaillent pas suffisamment, c'est parce qu'ils vont trop tôt à la retraite, c'est parce qu'ils se soignent trop, c'est parce que l'assurance chômage couvre trop les chômeurs. La faute c'est au système social. Et donc effectivement il faudrait, pour sortir de la crise, il faudrait faire des sacrifices. Mais dès que pratiquement le journal télévisé est terminé, il y a la publicité qui commence. Et la publicité, par contre, dit que vous n'êtes pas coupable du tout, vous êtes même très innocent. Vous êtes tellement innocent que vous méritez l'accès au paradis de la consommation capitaliste. Là, ce qu'on voit, ce n'est pas une guerre entre États, on voit par contre une guerre qui est en train de se mener depuis 4 ans à l'intérieur de chaque État. C'est-à-dire ceux qui sont en train de... Et l'objectif fondamental, c'est le système social, c'est l'État-providence, le système social. Je pense que c'est ça l'enjeu le plus important. Je pense que l'économie et la philosophie ont des points communs. Est-ce que c'est votre point de vue? À partir du moment où on enseigne la philo ou qu'on l'enseigne, la philosophie politique fait partie des champs d'enseignement, et à ce titre, également, les questions économiques sont nécessairement abordées dans le champ d'enseignement. Et moi, ce qui me frappe énormément, c'est une question qui est en fait au cœur de ce que tu abordais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire, et de ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire, et de ce qu'on a vu dans la pièce, quand on voit effectivement l'acteur drapé dans le drapeau français, qui est nous? Voilà, c'est quoi ce nous? Qui sommes-nous? À quoi appartenons-nous? Par qui sommes-nous représentés? Et à partir du moment où on pose la question « qui est nous ?», se pose non seulement la question de la représentativité, qui nous représente, mais la question de la manière dont les intérêts des uns et des autres peuvent être des intérêts antagonistes. Donc on est dans un double langage, un système qui est supposé en quelque sorte imposer une régulation et une stabilité internationale est un système qui prône explicitement la dérégulation et qui le prônera de plus en plus à partir des années 80, puis à partir des années 90, c'est-à-dire de la chute des blocs. C'est un système qui fonctionne entièrement sur l'occulte et sur l'inavouable. Et chaque fois qu'on tente de faire émerger quelque chose de cet inavouable, on se rend compte à quel point il est d'une redoutable et d'une parfaite logique, tout en étant
tout aussi redoutablement irrationnelle. La logique du chiffre, qui est en effet la logique du FMI, cette logique du chiffre, c'est un véritable fanatisme du chiffre. Il y a un fondamentalisme mathématique, comme il y a un fondamentalisme juif, chrétien ou musulman, comme il y a un fondamentalisme économique, qui est un fanatisme. Et donc le fanatisme du chiffre, c'est un fanatisme qui conduit à la destruction. C'est un système qui prétend viser la régulation et qui vise en réalité une totale dérégulation. C'est un système qui, en quelque sorte, se sert des chefs d'État, pas seulement en France, mais partout dans le monde, qui se sert des chefs d'État comme transmetteurs de ces injonctions, et donc place les responsables gouvernementaux dans son propre champ d'intérêt à l'encontre des intérêts des populations. Est-ce qu'on peut évoquer en quelque sorte ce double aspect du marché? En gros, disons quelles sont les armes que vous verrez pour éclairer les gens autour de nous sur cet aspect, pour essayer de montrer que la contrainte du marché, le mot marché, renvoie à des choses très invisibles et très obscures dont vous avez parlé. Actuellement, quand on parle de marché, on est en fait dans une ambivalence entre ce qui relève du commerce, c'est-à-dire d'objets réels qui sont échangés, et ce qui relève de la pure spéculation, c'est-à-dire une pure abstraction. Et là-dessus, justement, l'une des critiques qui sont portées contre le FMI, même parmi les plus orthodoxes, est de ne savoir pas faire la distinction entre les deux et de n'avoir pas de compétences sur les questions proprement financières et sur les questions liées à la spéculation. Il y a un groupe de banques, un groupe d'investisseurs institutionnels qui ont des positions de pouvoir par rapport aux autres. Hein? Et sont eux qui déterminent le marché. Donc, c'est parce que les médias fonctionnent effectivement, disent les marchés sont inquiets, les marchés sont... Mais on pourrait les nommer précisément. C'est pas très compliqué. Il y a une concentration comme partout. Hein. Les marchés produisent toujours une centralisation. Quel intérêt les médias, pour mettre entre guillemets un ensemble qui s'appellerait les médias, quel intérêt ont-ils à masquer une réalité? Les médias ne constituent pas une unité totale. Alors, le rôle d'un certain nombre de ces organes, c'est d'être ce que Paul Nizan appelait des chiens de garde. Hein. Donc là, c'est très clair, ils sont effectivement là pour ça, et ça a été très bien analysé, en particulier par Bourdieu, par exemple, ou par Serge Alimi quand il a écrit Les Nouveaux Chiens de garde aussi. Il y a encore, par exemple, sur France Culture, des gens comme Antoine Mercier qui sont des gens remarquables et qui font des émissions passionnantes, et ça fait encore partie des médias, pour l'instant. Voilà. Des gens comme Daniel Mermet, qu'on a très souvent cité. Qui s'enrichit dans ces histoires et qui s'enrichit pas, on a compris. La dette, c'est une relation de pouvoir sur laquelle s'est organisé le néolibéralisme. Le néolibéralisme met au centre de cette politique la relation créancier-débiteur. Et donc, ce sont les créditeurs, les créanciers qui gagnent plein d'argent. Vous savez, la France paye chaque année 50 milliards d'euros pour les services de la dette. C'est les banques, c'est les fonds d'investissement, c'est les fonds de pension, sont les assurances. Les assurances sont très importantes là-dedans. À qui profitent les crimes, on peut les désigner très clairement. L'objectif, c'est effectivement de réduire tous les espaces de liberté, tous l'espace de revenus, et après la Deuxième Guerre mondiale, pendant tout le XXe siècle, donc les retraites, la santé, les formes d'assurance, toutes les formes d'assurance sociale, assurance chômage et tout ça, c'est ça qui vont réduire drastiquement. Donc, une des causes fondamentales de la crise, c'est cette redistribution inégalitaire de la richesse. C'est la même cause qui avait causé la crise du 29. Mais pour ça, comme je disais tout à l'heure dans la pièce, ils sont aveugles, donc ils ne veulent pas mettre en discussion. Pour effectivement sortir de la crise, une des premières choses, c'est effectivement de redistribuer différemment la richesse. Et ce qu'on appelle corruption est de cet ordre-là. La corruption, c'est pas juste quelques personnes à qui on file des billets en douce. La corruption, ça veut dire véritablement une rupture de l'intérêt collectif. C'est une rupture qui est introduite dans l'intérêt collectif.
Qui a écrit le scénario dont vous parlez. Non, mais je parle du scénario que nous vivons actuellement sur la planète. Et d'autre part, quels sont les objectifs derrière ça? Et enfin, quelle issue vous voyez dans les années à venir de tout ça? Le scénario de la domination, des rapports de domination, qui est un scénario qui est écrit depuis les origines de l'humanité et qui se reconfigure différemment selon les périodes. Les industriels ont commencé à faire certaines choses. Hein. Les hommes politiques, d'autres. Les hommes politiques ont libéralisé le marché, comme ils ont commencé en libéralisant le marché financier. Les industriels ont commencé à restructurer les entreprises de certaines façons. Donc, à la fin, on peut avoir un cadre général. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait être dans un schéma dans lequel on aurait au XVIIIe siècle une aristocratie fondée sur la propriété foncière qui petit à petit se transforme en une aristocratie, je serais tenté de dire plutocratie, fondée sur la propriété mobilière? Et dans Maintenant, la propriété, ce sont les titres, ce sont des actifs. Hein. Mais les nerfs de la guerre, c'est toujours l'histoire de la propriété. Il y a quand même beaucoup de mouvements qui travaillent sur ces questions-là. Il y a un vrai mouvement altermondialiste qui s'est construit, qui s'est constitué, qui a été très intentionnellement discrédité, en particulier dans les médias. Les médias à la botte, ceux dont on parlait tout à l'heure. Frédéric Lordon est un des, enfin je crois que c'est le seul d'ailleurs, économiste, qui demande l'abolition de la bourse. Et là je reviens à votre question sur les actionnaires. Hein. Qu'en pensez-vous? Moi. Non, mais c'est bien, mais si on m'a demandé l'abolition du capitalisme, c'est un peu compliqué. Quoi. Bon, moi, je suis d'accord en abstrait, mais bon. Non, je pense que abolir la bourse, ça veut dire, effectivement, c'est le cœur de la politique néolibérale, a été l'organisation de la relation sociale à partir du crédit, à partir de la dette. Hein? Et donc la bourse, elle est au centre. Alors disons, fermer la bourse. Ok, fermer la bourse. Ouais, on peut être d'accord, mais c'est pas ça qui va. Je ne pense pas qu'il va avoir un impact effectif. Hein. Il faut plutôt, voilà, c'est encore des tentatives timides. On a les mouvements des jardiniers en Espagne, on a ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a des tentatives, c'est plus. Il faut contourner, je ne pense pas qu'il puisse y avoir un mouvement pour imposer la fermeture de la bourse. C'est important de dire que la spéculation financière est l'un des motifs majeurs de la déstructuration des États. Ça, je crois quand même que c'est vraiment très important de le dire. Alors, quand quelqu'un dit l'abolition de la bourse, on va dire ça y est, arrêtez tout, évidemment, mais qu'on désigne effectivement la spéculation, qui est quand même ce dont la bourse est le lieu emblématique, sachant que la bourse maintenant est devenue extrêmement... Oui, mais moi dénoncer quand même cette possibilité de la spéculation qui est au cœur de la construction du capitalisme quand même. La dénoncer comme un facteur en effet de destruction du politique, ça ne semble pas abusif. Oui, mais moi je ne suis pas d'accord parce que le problème, c'est pas les politiques, ils ne se font pas détruire par la bourse. Le problème, c'est que les politiques, il est complètement impliqué depuis le début dans ce processus. Mais oui. Mais c'est pas vrai que parce que on affiche un responsable qui est effectivement responsable, la finance, mais ce n'est pas le seul responsable. J'ai dit tout à l'heure, à mon avis, c'est transversal ce truc. Hein. C'est transversal, l'État et les politiques. Hein. C'est pas, à la limite, il s'est autodétruit parce que depuis le début, parce que ce qui est en train de se passer maintenant, c'est depuis les années 80 qu'il y a cette dégradation. Il y a eu une accélération. Mais ce qui s'est passé dans l'assurance chômage, ce qui s'est passé, j'ai suivi particulièrement très bien cette loi de l'assurance chômage, comment elle s'est modifiée à partir des années 80. Hein? Ça, ce n'est pas la finance qui l'a imposé, ce sont les hommes politiques, ce sont l'administration. Il ne faut pas dénoncer seulement la bourse, c'est ce système, à mon avis, transversal, général, qu'il faut essayer de coincer. Le capitalisme, il est par définition, il est transnational, il ne reconnaît pas les nations, il ne reconnaît pas les communautés, mais ça c'est la nature. Mais ça, il a besoin des nations.
Mais en même temps, il est détruit comme Oui, il a bien fait sûr, maintenant. il a besoin des nations comme instrument. Cet effet destructeur qu'on lui voit actuellement, qui est un effet qu'elle n'a jamais eu à ce point-là, il y avait bien le crash de 29, mais c'était hors de proportion avec ce qu'on voit maintenant, c'est précisément aussi à cause de l'informatique, à cause de la diffusion d'Internet, à cause de moyens techniques, de moyens technologiques, qui ont totalement transformé. Là encore, les technologies interviennent énormément. Elles peuvent intervenir dans un sens très positif, elles ont des tas d'effets extrêmement positifs, mais elles interviennent aussi pour potentialiser tout ce qu'il y a de négatif, et tout ce qu'il y a de destructeur. Mais on est dans une situation qui est très sérieuse. Je ne pense pas, pour l'instant, je ne vois pas une guerre. Mais tout État dépend. contre État. Oui, mais peut-être tout dépend de ce qu'on appelle une guerre, parce que ce qu'on peut voir actuellement, mais déjà au sein des États, enfin, à mes yeux, c'est une guerre des dirigeants contre leur propre population. Quand on sabre dans le système de sécurité sociale, par exemple, on est en guerre contre sa propre population. Je voudrais savoir si ce système actuel, qui fait tellement souffrir les peuples, n'est pas un système patriarcal. Et savoir quand est-ce que ce système aurait commencé. N'aurait-il pas commencé avec le religieux monothéiste qui ont minoré le féminin et désacralisé la nature? La domination, les rapports de domination patriarcaux, eux, effectivement, ils doivent être dénoncés. Ils doivent être dénoncés contre, enfin, je veux dire à l'encontre des valeurs de toutes les tendances religieuses, quelles qu'elles soient, parce qu'elles sont toutes fondées sur ces types de rapports-là. Voilà. Et parce que ces types de rapports reposent aussi sur des formes d'idéologie créationniste, justement. Il y a des tas de systèmes très patriarcaux qui défendent la nature idéale. Et je me pose la question, comment faire intervenir la loi, la vraie, la loi telle que, voilà, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, enfin, qui met en avant l'humain. Qu'est-ce qui peut casser ça, justement, cette loi du dominant-dominé? Où il y a un rapport de force qui va se reconstruire, et pas seulement ça a pris longtemps, hein, au XIXe siècle, avant que ça se stabilise un peu le rapport de force et donc qu'il soit enregistré par les droits. Ça a mis longtemps, donc peut-être ça peut mettre longtemps aussi. Mais je ne vois pas d'autres, personnellement, je ne vois pas d'autres, ils ne comprennent pas autre discours, je pense. Hein. Mais vous posez effectivement une question cruciale, c'est-à-dire comment faire tomber les rapports de domination sans faire tomber les droits. Et sachant que, effectivement, ce sont malgré tout les dominants qui produisent du droit, mais que ce droit permet aussi un minimum de protection. On est toujours dans cette difficulté-là. Alors là, je peux vous renvoyer au bouquin de Frédéric Lordon qui s'appelle Capitalisme, désir et servitude, et qui aborde ça dans la perspective de la Boétie, c'est-à-dire du discours de la servitude volontaire. Là, je crois qu'effectivement, on pourrait avoir... Bon, écoutez, merci beaucoup.